Les changements climatiques, défi des temps présents, étaient au centre des échanges entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et Christian Ruck, président et facilitateur du partenariat des forêts du bassin du Congo. Très engagé dans la protection et la conservation de la biodiversité, le président Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, n'a de cesse, en juin ses pairs, à faire pression sur les pays du Nord les plus pollueurs pour qu'ils remplissent leurs promesses de financement du Fonds bleu. Christian Ruck, qui accompagne les pays du bassin du Congo dans les différentes négociations en vue de la levée de fonds, a informé le chef de l'État congolais sur les avancées de son plaidoyer dans le cadre du New Deal qu'il porte en faveur des pays du bassin du Congo. Le pays et le président luttent beaucoup contre le changement climatique pour la biodiversité traditionnellement et j'étais très impressionné. Voilà, on est ensemble pour mettre ce sujet des poumons du monde, peut-être des plus grands et plus importants poumons du monde, sur les tables des négociations des grandes conférences cette année. Surtout les conférences sur le climat à Glasgow. Et ça, c'est un bon résultat, parce qu'il faut vraiment lutter ensemble, les bailleurs de fonds, les pays du bassin du Congo et toute la communauté internationale. Cette fois-ci, il faut vraiment trouver des solutions aussi financières. On ne peut pas quitter Glasgow ou quitter Kunming en Chine sans avoir réglé les financements. Parce que le bassin du Congo donne un service écologique qui est très précieux. Entendu que les tourbières sont de nouveaux régulateurs du climat mondial qui capturent 31 milliards de tonnes de CO2, l'équivalent de 3 ans d'émissions de la planète, et que les forêts du bassin du Congo constituent avec elles le poumon de l'humanité, la prochaine COP26 de Glasgow place le bassin du Congo et le Fonds bleu au cœur de son agenda. Le New Deal porté par Christian Ruck renvoie-t-il les pays du bassin du Congo vers une économie alternative pour la levée de fonds dans le cadre du rachat carbone, devant permettre aux pays d'investir dans le domaine des infrastructures de base? Voilà pourquoi le président Denis Sassou Nguesso pense que pour le bassin du Congo, fini le temps des promesses. Le Congo et le Cameroun, deux pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui entretiennent des relations diplomatiques depuis 1960, partagent une vision commune sur le développement de la sous-région. Cette volonté des deux chefs d'État, à savoir Denis Sassou Nguesso du Congo et Paul Biya du Cameroun, se traduit régulièrement par des échanges de délégations. C'est dans ce cadre que Lupaul Motazé, ministre camerounais des Finances, porteur d'un message écrit du président camerounais à son homologue congolais, a été reçu en audience ce jeudi après-midi par le président Denis Sassou Nguesso. La coopération bilatérale entre le Congo et le Cameroun et les stratégies de relance des activités de la CEMAC ont été les principaux sujets en discussion entre le ministre camerounais des Finances et le chef de l'État congolais. Nous avons surtout parlé de la coopération. Vous savez, quand deux chefs d'État se concertent, c'est souvent pour parler de la coopération entre les deux pays qui, heureusement, est très bonne. Mais vous le savez aussi, nous sommes tous membres d'une sous-région qu'on appelle la CEMAC. Le président Sassou a abordé les questions relatives à la CEMAC, au déploiement de la CEMAC, à la stratégie de relance des activités de la CEMAC. Il nous a donné un certain nombre d'idées, un certain nombre d'orientations que nous allons effectivement retransmettre au président Biya. Par ailleurs, Lupaul Motazé a également rendu compte au président congolais, président dédié au programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, de la mise en œuvre des projets intégrateurs après la table ronde de la CEMAC organisée à Paris en novembre 2020. S'agissant du Cameroun et du Congo, c'est ça qui nous intéresse ici. Nous avons déjà beaucoup de projets. Nous avons la fameuse route Yaoundé-Ouesso,
qui permet maintenant de partir de Brazzaville à Yaoundé par route. Je crois que c'est une avancée extraordinaire. Nous avons d'autres projets entre le Cameroun et le Congo. Nous avons un projet de construction d'un barrage hydroélectrique qu'on appelle le barrage de Cholet. C'est également un projet intégrateur. Le président Sassou a rappelé le déplacement que le ministre d'État Oba, ministre chargé des Mines, vient d'effectuer au Cameroun, là aussi pour un projet d'exploitation minière, un gisement qui se trouve entre deux pays. Ces projets phares devraient à terme permettre d'accélérer durablement l'intégration physique et commerciale de la sous-région Afrique centrale. En reconnaissance du rôle historique majeur que les tirailleurs africains avaient joué dans la lutte pour la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, le maire de la ville de Verquin, Thierry Tassé, en séjour de travail à Brazzaville, a échangé ce vendredi 16 juillet 2021 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je mène une délégation officielle pour lui montrer l'ouvrage que nous avons créé chez nous, une stèle en l'honneur et à la mémoire du continent africain, mais plus particulièrement de Brazzaville, qui fut la capitale de la France libre. Et c'est parce que Brazzaville a été la capitale de la France libre que je suis aujourd'hui, moi, un homme libre, et que j'ai eu la chance de ne participer à aucun conflit, contrairement à nos pères, nos grands-pères et tous nos devanciers. Nous devions donc rendre cet hommage, mais surtout venir en faire part aux plus hauts personnages de cet État pour qu'ils sachent que là-bas, il y a un morceau, 25 mètres carrés, de Brazzaville. Il en a été touché, nous lui avons remis les documents nécessaires et c'est le début d'une belle aventure, d'une coopération décentralisée où nous aurons des échanges entre nous et vous, vous et nous, pour pouvoir avancer ensemble comme nous devons le faire entre peuples frères. Le maire de la ville de Verquin, dans le département du Pas-de-Calais, Thierry Tassé, a indiqué que l'érection de cette stèle est une nouvelle approche de nos relations. La stèle est un objet mémoriel, mais aussi d'une nouvelle approche de nos relations internationales et de la volonté de travailler ensemble. Lorsque l'on sait d'où l'on vient, on peut imaginer un chemin pour partir vers le développement. C'était ça aussi l'idée. Et puis, tout de même, rendre justice au peuple africain et à Brazzaville en particulier. Le maire de la ville de Verquin, Thierry Tassé, a remis au chef de l'État un présent symbolisant donc la stèle érigée dans cette ville. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs, les changements climatiques constituent l'une des principales menaces pour la planète entière. L'Afrique se mobilise pour renforcer ses capacités de résilience en vue de répondre à cette urgence. À cet effet, en marge de la COP 22 tenue en 2016 à Marrakech, a été créée la Commission Climat du Bassin du Congo, organe regroupant 16 États d'Afrique subsaharienne ainsi que le Maroc. Le bassin du Congo demeure désormais, avec la déforestation de l'Amazonie, la vanne d'aération écologique majeure au service de l'Afrique et du monde. Véritable poumon vert de la planète grâce à ses forêts équatoriales et à ses tourbières, le bassin du Congo offre aujourd'hui au monde la possibilité de combler son déficit en oxygène pour garantir notre survie collective. La conservation et la préservation des tourbières du bassin du Congo, qui séquestrent près de 30 milliards de tonnes de carbone et contribuent au maintien de l'équilibre climatique mondial, demeure un impératif essentiel
de premier plan. Pour ce combat de longue haleine, la Commission climat du bassin du Congo a institué le Fonds bleu pour le bassin du Congo, un outil destiné à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des programmes qui concourent, entre autres, au développement durable et à la promotion de l'économie verte. De ce fait, et au regard de sa contribution combien importante à la survie de la planète, le bassin du Congo mérite, en toute objectivité, d'être toujours reconnu et restitué dans la dimension mondiale de ses responsabilités en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est donc notre devoir d'impulser encore davantage la mobilisation de la sous-région du bassin du Congo, en synergie avec mes pairs chefs d'État de notre commission climat, afin de consolider dans ce domaine la place de l'Afrique dans le concert des nations. Depuis près de 30 ans, la République du Congo porte avec force la voix de l'Afrique en ce qui concerne la protection de l'environnement. C'est pourquoi je salue la présente initiative dédiée au lancement du plan d'action de l'Union africaine pour la relance verte. Elle éprouve le haut niveau de la prise de conscience et la portée indiscutable de l'engagement de l'Afrique. À ce titre, j'en appelle une fois de plus à l'accompagnement plus concret des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation effective des ressources nécessaires à la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit d'instaurer les clés de soutien aux efforts des pays africains sous forme de contrepartie ou d'appui direct à travers des mécanismes innovants de financement pour renforcer leur capacité de résilience au changement climatique, limiter les émissions de gaz à effet de serre et soutenir le passage à un développement équitable et soutenable. En dépit des nombreux défis imposés par la pandémie de Covid-19, l'Afrique verte se relance avec optimisme et détermination vers un environnement plus sain et plus sûr. Je vous remercie. Je suis arrivé en Chine, à Shanghai, pour la première fois en 1964. J'ai visité Shanghai, Pékin, notre délégation qui était la toute première délégation congolaise en Chine, a visité le nord-est de la Chine, les régions minières, je crois. Nous sommes allés, à l'époque on appelait la ville en français Canton, c'est Guangzhou. Hein? Guangzhou. Je me suis rendu en Chine une quinzaine de fois. Donc, j'ai pu voir l'évolution
extraordinaire de la Chine. Depuis 1964, j'étais témoin. C'est un progrès extraordinaire dans la vie du peuple. Et lorsque, dans la littérature, on dit dans quelques phrases que le Parti communiste chinois a mis fin à l'extrême pauvreté de 800 millions d'habitants. Quand on le dit comme ça en une phrase, ça peut passer très rapidement. Mais pour nous qui avons suivi toute cette évolution de 1964 à aujourd'hui, il n'y a pas de mots pour décrire les changements qui se sont produits en Chine dans le peuple. Il n'y a pas de mots. Parce que depuis, à travers ces 15 visites en Chine, j'ai pu voyager dans d'autres provinces de Chine, plusieurs provinces de Chine. J'ai visité la ville natale du président Mao 2 fois. La deuxième fois, il n'y a pas longtemps, on ne peut plus reconnaître la ville. Et même Shanghai, je discutais avec le maire de Shanghai. Je crois qu'il avait une 50aine d'années. Et je lui ai dit, mais camarade maire, donc ainsi, vous avez terrassé les immeubles que nous voyons à Shanghai, ici. Ces immeubles ont été, pour l'essentiel, tous détruits pour donner la place au gratte-ciel qu'on voit à perte de vue, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Shanghai. Ce maire de Shanghai m'a dit, oui, mais Monsieur le Président, quand vous êtes arrivé ici en 1964, nous étions les pionniers qui vous saluions dans les rues quand vous passez à Shanghai. Il était pionnier. Tout cela, c'est des changements extraordinaires en Chine. Donc, oui, nous saluons ces changements spectaculaires qui se sont produits en Chine au profit du peuple, du vrai peuple chinois, parce que je vous dis bien que nous allions dans les communes populaires. On a visité les communes populaires. On a visité les industries. On a visité les zones minières. C'est le jour et la nuit quand même lorsque on voit Pékin ou Shanghai. Il y a toujours des bicyclettes, des bicyclettes. Mais les bicyclettes que nous voyons à Shanghai, à Pékin, en 1964, ce sont maintenant des voitures qui créent des embouteillages à Shanghai et à Pékin. Donc, voilà le changement spectaculaire que nous saluons. Et ce changement, oui, pour le peuple congolais, ami de longue date du peuple chinois, ce changement en Chine a eu ses effets ici, au Congo. La coopération entre la Chine
et le Congo a touché plusieurs domaines de la vie du peuple. L'agriculture, l'élevage, la santé, la construction des routes, des aéroports, la construction de barrages hydroélectriques, de lignes de très haute tension, j'en oublie. Cette coopération a apporté des changements dans la vie et aussi de notre peuple. Nous n'avons pas encore atteint les mêmes niveaux, mais des changements se sont produits dans ce pays. Et je voudrais à cette occasion dire que le peuple congolais doit bien le réaliser. Parce que si aujourd'hui un Congolais peut prendre sa voiture à Pointe-Noire, rouler en voiture à travers les Mayombe, à travers la vallée du Niari, le Poul, les plateaux, aller jusqu'à Ouesso et au-delà de Ouesso jusqu'à la frontière avec le Cameroun, c'est quelque chose de spectaculaire. Les Congolais ne réalisent pas cela, mais c'était des efforts considérables pour vaincre la forêt, les montagnes, les zones inondées, et la construction des ponts. Et aujourd'hui, oui, cela a changé la vie des populations ici. Oui, nous avons pu voir la construction de barrages hydroélectriques, le transport de l'énergie à travers des lignes de très haute tension, non? Et cela a aussi changé la vie des gens et même les télécommunications. Les nouvelles technologies, la communication. Vous voyez que nous venons là de participer à une grande conférence mondiale. Nous sommes ici en liaison avec Pékin et avec toutes les régions du monde dans cet effort pour le développement des communications et notre partenaire stratégique global avec la Chine a joué un rôle. Et nous pensons que cette coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo a encore de beaux jours devant elle. Et nous félicitons. Et cela est, pour répondre directement à votre question, oui, ce développement de la Chine a eu ses effets bénéfiques sur les efforts de développement dans notre pays à travers la coopération que nous développons avec la République populaire de Chine depuis 1964 à travers le partenariat stratégique global. J'ai retenu deux, pas un seul, mais deux. D'abord, le fait que le président Xi Jinping ait clairement dit que le monde est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il va falloir choisir entre le renfermement sur soi ou l'ouverture aux autres peuples pour que le monde se développe dans la coopération, la justice, la démocratie et le bien-être des peuples. Et c'est une idée forte parce que il a bien dit que entre la confrontation et l'ouverture pour la coopération, selon le principe gagnant-gagnant, et le choix est clair. Et il était important que le président Xi Jinping pose ce problème.
Et deuxièmement, il y a les rapports de l'État avec le peuple avec l'État. Les institutions d'État doivent, et il a dit clairement, être conçues pour servir les peuples et amener le bien-être des peuples. Et naturellement, les peuples doivent soutenir les efforts des États. Et c'est cela qui amène véritablement au progrès. Et j'estime que ce sont ces idées-là qui ont retenu mon attention. Que le monde ne doit pas être le monde de confrontation, mais de solidarité, d'ouverture et de justice, de démocratie, de liberté pour tous les peuples, de justice, de liberté et de paix. Que les États doivent s'organiser pour servir les peuples. Il faut que ce soit pour servir et les peuples les amener au développement. Mais les peuples doivent soutenir les efforts des États pour atteindre ces objectifs. Voilà.